Ah oui, ça commence pas comme d'habitude. On entend les gens applaudir. Nous sommes au Bain Mathieu ce soir à Montréal pour un épisode spécial de la balado de Fred Savard. Ce sera une première puisque ce sera un épisode présenté conjointement avec les Oui Québec. Et c'est pourquoi j'ai à mes côtés Madame Claudette Carbonneau. Bonjour, Madame Carbonneau. Bonsoir. Ah, bonsoir. Voilà. Là, évidemment, il y a 200 personnes ici au Bain Mathieu qui vous connaissent tous, mais moi, les auditeurs de la balado, je pense que beaucoup vous connaissent. Mais parlez-nous un peu de vous, Claudette Carbonneau. Là. Qu'est-ce que vous faites? Là? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie là, pour être ici? Ce que j'ai fait dans la vie, de l'implication syndicale, Oui. de l'implication citoyenne. Vous êtes la première femme présidente de la CSN? Oui, et Quand malheureusement, la seule Ah! encore à ce jour. Bouh! Oui, oui, oui. Oui, ça, oui. Bouh, oui, la ça mérite. CSN! Alors, j'ai fait ça. Je suis à la retraite depuis un certain temps. J'ai fait différentes choses, Oui. de la chronique, j'ai fait des commissions d'enquête sur le printemps étudiant. Oui. Et depuis 2015, je préside une organisation citoyenne, Oui. essentiellement citoyenne, complètement indépendante de tous les partis politiques, qui s'appelle les Organisations unies pour l'indépendance, les Oui Québec. Voilà. Et c'est ça. Oui, il y a beaucoup de gens. La salle est remplie de militants, en fait. De militants, de gens qui s'impliquent de façon citoyenne. J'ai vu, il faut le dire, il y a quand même quelques têtes grises ce soir. Je ne suis pas le seul parce que moi, j'ai les cheveux gris. Il y a quelques têtes grises, des gens sûrement qui militent depuis très longtemps, depuis peut-être même le premier référendum. J'ai même vu des gens, dans le fond, qui me disaient qu'ils ont aidé même Louis-Joseph Papineau à quitter vers les États-Unis. Je vais vouloir leur parler après. Moi, je ne l'ai pas rencontré personnellement. Bon, et qu'est-ce que ça fait, les Oui Québec? Écoutez, c'est vraiment une organisation citoyenne, non partisane, vouée à la promotion de l'indépendance, mais en même temps, on a deux angles de travail très importants pour nous. Le premier, c'est vraiment de tenter de rapprocher le projet d'indépendance des citoyennes et des citoyens. Oui. Je pense que c'est une condition de réussite majeure et de ce côté-là, on s'est déployé de différentes façons, notamment en travaillant à une table de concertation avec les partis politiques indépendantistes. Alors, il y avait à l'époque, on a fait ça Oui. au départ en 2016, le PQ, QS, ON, le Bloc québécois, bref, tout le monde était là. Et l'idée de fond, on se dit, on est 8 millions au Québec, là. On ne peut pas avoir 102 méthodes pour accéder à l'indépendance. Et en même temps, il y a de l'histoire, il y a eu 2 échecs. Peut-être qu'on est dû pour renouveler les approches. Oui. Et parmi nos convictions profondes, nous, c'est qu'il faut vraiment que les citoyennes et les citoyens s'approprient le projet. Autrement, là, j'ai trop vu ça, moi, dans ma vie, des assemblées dire, parce que, bon, ils étaient de mauvaise humeur contre une loi, qu'ils gardent donc leur projet de pays. Oui. Ça n'a pas de bon sens. On fait un projet de pays pour le monde. Oui. Alors, bon, ça, c'est très important. On a travaillé avec les partis politiques dans le but d'élaborer de façon consensuelle une méthode nouvelle pour accéder à la question de l'indépendance. Ce que vous appelez la feuille de route. C'est ça, la feuille de route? C'est ce qu'on réunion, appelle... là, ils m'ont parlé de ça. C'est ce qu'on appelle... Il faut parler de la feuille de route. C'est ce qu'on appelle la feuille de Bon. route. Et oui, ce qui est important aussi de comprendre, parce que je sais que dans l'imaginaire populaire, c'était vu davantage, parce qu'on réunissait tout le monde, comme étant un effort de trouver une alliance électorale. Oui. Je vais vous dire, c'est pas à ça qu'on a travaillé. La conjoncture ne s'y prêtait pas à ce moment-là. Il y avait un nouveau chef au PQ. On parlait de l'indépendance, mais plus tard, dans un autre mandat. Donc, on a renoncé à ce bout-là de travail, mais on disait... Parce qu'il y a toujours un nouveau chef au PQ, de toute façon. Là. C'est toujours ça, c'est un pléonasme, en fait. on disait, malgré tout, ça vaut la peine de se pencher et de réfléchir comment on peut renouveler nos approches, se rapprocher des citoyennes et des citoyens, parce que c'est bien beau, là, vouloir faire des consultations, même un référendum sur la question de l'indépendance, mais notre préoccupation dans la vie, c'est aussi de le gagner. Oui. Et parmi les conditions gagnantes, il faut que les citoyennes et les citoyens s'approprient le projet. Oui. Deuxième grande idée autour des Oui Québec, c'est cette question de la convergence.
Puis c'est pas juste des ententes électorales, là. C'est... Oui, parce que là, dans l'imaginaire, en tout cas, récent, c'était la convergence, ça n'impliquait que des partis politiques, le PQ et Québec solidaire, entre autres, cette tentative-là. Oui, alors vous, c'est pas ça, là. Ben, c'est-à-dire que je dis pas qu'on travaillerait pas devant, par exemple, l'imminence d'un projet qui nous mènerait à l'indépendance. Je pense que oui, il faudrait unifier au maximum les forces. Je rejette pas cette piste-là, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi s'entendre sur des contenus, sur un certain nombre de choses qui sont absolument essentielles pour aller vers l'indépendance. Tu sais, je ne nous vois pas avec 3 projets, 3 méthodes différentes pour y aller. Ce serait complètement aberrant. Et je pense qu'on est tout à fait capable de s'entendre, organisations citoyennes, partis politiques, au moins sur un certain nombre d'essentiels. Après ça, on vit dans une société qui est diversifiée. Il y a des partis, ils ont des programmes, ça va sur certains points, sur d'autres points, ils sont plus éloignés les uns des autres. Ça fait partie de la vie, ça reflète la société telle qu'elle est, mais sur un projet aussi majeur que comment on s'y prend pour réussir l'indépendance, ben, je pense qu'il y a du chemin à faire là-dessus en termes de convergence. Et là, ce soir, à l'origine, quelque part avant Noël, vous m'aviez contacté pour participer à un panel de discussion d'une activité des Oui Québec. Moi, je vous ai convaincu, en fait. En fait, je trouvais intéressant parce que je suis en pleine élaboration de ce projet-là de balado qui continue. On en fait des épisodes, mais j'essaie de voir comment je peux toucher le plus de sujets possible. Là, je trouvais que c'était une excellente occasion d'en faire un épisode, une espèce d'état des lieux d'aujourd'hui, cette idée-là, avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, tant sur la scène politique québécoise et canadienne, comment s'arrime cette idée-là, puis comment on peut dynamiser ou en fait réfléchir autour de cette idée-là. Et là, ce soir, on a invité des gens autour de la table. On ne sera pas seulement tous les deux, heureusement. En fait, l'épisode va se dérouler en 2 parties. Il y aura une première partie qui sera en compagnie de Paul Journet et José Boileau. On peut dire des experts de la chose, des observateurs experts de la chose politique. Bonsoir, d'ailleurs. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être là, vraiment. Ça fait plaisir. Alors, Paul de l'OBNL La Presse. Oui. Ouais. Habitué. Ah, il y a des abonnés dans la salle. Ou on les remercie. Des propriétaires d'iPad. Mais donc, habitué à ce genre Android aussi, ça fonctionne. Oui. Habitué à ce genre de soirée, de discussion devant public, en fait, je pense. Oui, j'ai déjà participé à certains événements du mouvement national des Québécois, entre autres. Là. Et vous êtes un jeune... Quand on m'invite habituellement, Vous êtes un jeune éditorialiste vedette en pleine ascension, et c'est pour ça que vous êtes chroniqueur aussi à la balado. Mais ce soir, vous êtes journaliste, chroniqueur et déjà exaspéré. José Boileau, merci d'être là. Nous, on s'est croisés la dernière fois à Radio-Canada, je pense, souvent à bazo.tv aussi. Oui, c'est vrai que c'est là qu'on s'est connus, en fait. Oui. Alors, après ça, il y a Émile Bilodeau et Manal Drissi qui sont là. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous allez être dans la deuxième partie de cette discussion, l'aspect plus citoyen, entre autres. Oui, moi, je suis le vote ethnique. Entre autres. Moi, je suis la jeunesse. Oui, voilà. On est content d'avoir le vote ethnique avec nous ce soir. Oui. Très content. Oui, voilà. Mais là, on va commencer avec... Et là, Claudette, vous serez là tout le long pour... J'espère un jour être l'argent aussi. Ah oui, mais faut y travailler fort. Bon, là, on va lancer des sujets, en fait, parce qu'il y a un cataclysme, quand même, qui est survenu dans le paysage politique québécois l'an dernier. Je vous fais entendre tout de suite cet extrait. On va réagir ensuite. Le nouveau gouvernement prône un nationalisme rassembleur dont l'objectif est d'assurer le développement économique de la nation québécoise à l'intérieur du Canada, tout en défendant avec fierté son autonomie, sa langue, ses valeurs et sa culture. Donc, élection de la CAQ, gouvernement majoritaire, lune de miel qui n'en finit plus avec les électeurs. Les derniers sondages le démontrent. Qu'est-ce que ça vous dit par rapport, ce soir, évidemment, on est là pour ça, à cette idée de l'indépendance en 2020 avec ce contexte-là? Bien, moi, en tout cas, c'est sûr que quand il y a eu l'élection en 2018, je pense que comme tous les observateurs, l'ampleur de la victoire m'a étonnée. J'ai vu un changement de société qui me laissait désemparée parce que, très honnêtement, dans l'analyse politique, je pense que je comprenais plus un Parti libéral de Jean Charest qu'une CAQ de François Legault. Je perdais mes repères d'analyse.
Oui, parce que j'ai été habituée à cette confrontation fédéraliste-souverainiste et la grande victoire des fédéralistes, il faut absolument souligner, c'est à quel point ils ont démonisé le référendum. Moi, comme rédactrice en chef au Devoir, je trouvais ça frappant. Dès que le Parti québécois ouvrait la bouche sur n'importe quoi, les libéraux tout de suite disaient référendum, une stratégie mise en place, il faut s'en rappeler, par John Parizella avec Daniel Johnson, il le dit dans sa biographie. Et ça a toujours marché, ce qui fait que tous les journalistes se mettent à poser au Parti québécois seulement des questions autour de ça et on oubliait toute autre chose. Mais c'était cette dynamique-là qui était en place et tout à coup arrive avec la CAQ et Québec solidaire qui sont sur un autre terrain. Et moi, j'ai craint à ce moment-là, parce que je suis souverainiste, mais pas militante. Et là, je veux juste expliquer, tous ces pas de recul, parce que moi, mon rôle dans la vie, c'est d'observer la société, j'ai des convictions, mais j'essaie aussi de comprendre la dynamique et sortir des milieux militants pour voir le monde, où est-ce qu'ils sont eux autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la CAQ, sa popularité qui est restée, m'a permis, moi, de trouver un autre repère qui est celui d'une société qui avait besoin de reprendre son souffle et de se retrouver. Et ça, je pense que la CAQ, jusqu'à maintenant, c'est ce qui explique pourquoi elle a la faveur populaire. Elle ne bouscule rien, mais elle redit des éléments pour lesquels on peut pas lui dire « Ah, référendum ». Non, ils sont pas sur ce terrain-là, mais ils affichent une certaine identité à la québécoise. Et je dis pas qu'ils réussissent ou qu'ils vont au bout de mettre en place des affaires, là, mais ils en parlent de façon décomplexée, de revendiquer des points face à Ottawa, par exemple. Mais en même temps, on n'a pas encore trouvé sur quelle bombe leur envoyer, quelle arme leur faire pour qu'ils puissent trébucher. Bon, et les partis d'opposition sont en train de se remettre en fonction. Mais en tout cas, bref, je trouve que tout à coup, on est donc dans ce moment de pause qui durera je ne sais pas combien de temps, mais moi, donc c'est pas le côté négatif que moi, j'y avais vu au départ. OK. Paul Journet? Pour renchérir sur ce que Josée disait, c'est tellement vrai que la stratégie des libéraux, c'était juste d'attendre que le Parti québécois parle de référendum pour faire campagne là-dessus, ou de prendre le fait que le Parti québécois n'en parlait pas ou en parlait de façon ambiguë pour dire, vous voyez, il y a un plan caché. Et moi, je me souviens de la campagne électorale de 2014, où j'étais dans l'autobus du Parti québécois et lors de la fameuse conférence de presse de Pierre-Carl Péladeau quand il avait levé le poing. Nous, on est dans l'autobus, donc on est un peu dans une bulle, puis on se disait ça va vraiment aider le Parti québécois. Puis là, on parlait après à des stratèges du Parti libéral qui disaient on vient de gagner la campagne électorale avec ça. Puis je disais non, mais c'est quand même une grosse prise pour le Parti québécois. Puis ils disaient non, regardez-nous, on vient de gagner la campagne. Puis eux autres, ils connaissent leur stratégie. Et c'est pour ça que la coalition Avenir Québec est si efficace, parce que les adversaires, ces adversaires ne savent pas comment s'y prendre. Les libéraux font face à un nouvel adversaire et leur vieille stratégie, leur vieille approche, ça ne fonctionne plus avec la CAQ parce que le nom le dit, c'est une coalition. Et encore plus qu'elle ne l'était à sa création en 2012, où elle avait quand même avalé l'ADQ. Oui. Dont il ne restait pas grand-chose. Donc, c'était la garde rapprochée de François Legault avec des gens de l'ADQ. Mais avec l'embellie dans les sondages, puis quand le pouvoir devenait de plus en plus... quand ils commençaient à y goûter, ils ont commencé à attirer pas mal plus de monde. Puis quand vous vous promenez dans les corridors de l'Assemblée nationale, vous mesurez l'ampleur du défi à venir pour le Parti québécois en particulier, parce que vous croisez plein d'anciens gens du Parti québécois que vous connaissiez, puis tout à coup, ils sont dans des cabinets, mais il y a aussi quelques libéraux, même s'ils sont moins nombreux, des gens qui viennent de la vieille filière adéquiste. Donc, il y a vraiment des gens de plein de différentes mouvances. Puis la Coalition Avenir Québec peut à la fois plaire aux nationalistes, plaire aux gens qui se disent fédéralistes puis qui ne veulent pas de référendum. Puis des fois, elle est difficile à saisir sur l'axe gauche-droite. Au début, on disait que François Legault était quand même clampé clairement au centre-droit, mais il avait écrit un livre sur la gauche efficace. Finalement, c'est du cas par cas, du dossier par dossier. Donc, vraiment, on est encore en terrain incognita un peu là, avec les bouleversements sur l'échiquier politique. Et c'est sûr que face à ça, l'éclatement actuellement de la militance souverainiste, elle est difficile à saisir.
je suis très influencée. Je viens de lire un livre de Jacques Beauchemin, le sociologue. Je suis en train de le lire. Bon, oui. Sur, donc, j'ai noté le titre, j'avais peur d'oublier, donc, une démission tranquille avec un sous-titre « La dépolitisation de l'identité québécoise ». Et lui, ce qu'il dit, il reprend en fait une thèse de Pierre Vadeboncoeur de 1970 pour dire, au fond, les Québécois sont toujours en train de dire qu'ils ont peur de disparaître, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils savent bien, ils ont l'impression qu'ils sont là de tout temps et ils seront là de tout temps. Et c'est la permanence tranquille. Exactement, la permanence tranquille. Et je pense qu'il y a un côté, si on l'applique à la souveraineté, une souveraineté tranquille. Est-ce que la population a besoin de se préoccuper tant que ça de souveraineté? Bien, peut-être pas, puisque nous avons des gens très fougueux. Je vois Paul Saint-Pierre Plamondon qui est ici dans la salle. Il y a une relève, Émile Bilodeau, très fougueux, qui en parle de façon décomplexée. Il y a des gens, des projets de Catherine Fournier. J'écoutais Martine Ouellette, Tout le monde en parle. Elle a toute sa conviction, elle le dit sans complexe. Donc, pourquoi donc nous, population, devrions pleurer sur la mort possible du rêve souverainiste, puisque nous avons des individus qui le portent très bien. Et puis actuellement, que les forces soient éclatées, qu'il n'y a pas un collectif pour porter ça, ben c'est peut-être pas si grave que ça, parce qu'après tout, nous sommes dans une époque où tout est éclaté. Moi, je crains un peu En fait, mon questionnement, c'est de dire, c'est le fun, il y a des gens, mais comment ça va se regrouper? J'entends bien Claudette qui dit il faut demander aux citoyens, il faut que les citoyens s'approprient le projet. Mais je pense que les citoyens, présentement, vraiment, ils sont pas là. Oui. Ils sont juste satisfaits du nationalisme qui renaît, mais on va pas dans une province. Parce que oui. Il y a Christian Dufour qui est venu à la balado. Je sais que Christian Dufour n'est pas bienvenu partout. Mais dans son dernier livre, lui, il disait que, dans le fond, les Québécois, ça ne les intéresse plus, l'indépendance, parce qu'ils sont encore attachés au fait que nos ancêtres ont bâti ce pays et que, dans le fond, ils veulent rester dans le Canada, mais avec cette identité canadienne-française. Et j'ai l'impression, des fois, que la CAQ, en tout cas présentement, matérialise ça. C'est-à-dire un gouvernement qui, quand ça va brasser un peu, va défendre les intérêts du Québec, mais veut quand même que tout ça se passe bien dans un Canada et que, dans le fond, ça va pas si mal, puis on va avoir des baisses d'impôts bientôt. Bien, c'est pas vrai que je veux dire, quand tu réfléchis, moi, j'ai fait un livre l'année passée, j'ai refait Le plus beau voyage, où j'explique, c'est parce que j'étais très frustrée de voir qu'est-ce que c'est un Québécois aujourd'hui, plutôt que toujours se référer à des notions passées, donc de trouver aujourd'hui qu'est-ce qui nous réunit tous, les Autochtones, les supposément de souche, les nouveaux arrivants, tout ça. Bon. Et une fois que j'ai tout vanté ça, je trouve que la logique, pour aller jusqu'au bout d'une logique d'un Québec qui peut se développer avec son identité particulière, ça ne peut être pour moi que la souveraineté. Ça s'appelle des pouvoirs politiques, point à la ligne. Bon, là, les gens ne veulent pas ça, mais il ne faut pas en rester... C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils veulent ça ou pas. C'est juste que pour le moment, ça ne les intéresse pas. Je préfère me raccrocher à un pour le moment, parce que cette situation mitoyenne, mi-chat, mi-poisson, je ne suis pas sûre que c'est ça qui est optimal pour le développement du Québec par rapport à des aspirations qu'on a. Paul, vous voulez dire quelque chose? Oui? Pour le moment, je trouve que l'expression est bien choisie parce que j'essaie de pas trop toujours me référer aux sondages qui peuvent fluctuer, mais il y a quand même des tendances très, très, très lourdes et on le voit qu'il n'y a pas d'appétit pour un référendum. Et donc, de toute façon, même si un parti prenait le pouvoir puis voulait en déclencher un, il y aurait aussi de très, très grands risques de le perdre. Puis je pense pas qu'il y a personne dans le camp du oui qui a envie de se diriger vers une troisième défaite. Donc, j'ai l'impression que, du point de vue du camp indépendantiste, peut-être que l'objectif, là, qui n'est pas l'objectif le plus ambitieux, mais c'est de garder le fort. En prenant peut-être exemple sur le Bloc québécois, là, même si c'est deux dynamiques très, très différentes. Ça, on en parlait tantôt. Oui, qui a essayé, juste en une phrase, oui. Là, on s'est tous précipités pour annoncer sa mort, puis finalement, tiens donc, il n'est pas mort. Donc, il y avait un mérite pour eux à garder le phare, là, puis à attendre une embellie. Ben, parlons-en. Ben, je vous disais qu'on en parlait tantôt. On parlait tout de suite de Bloc. Juste avant, parce que, les derniers congrès au PQ à Québec solidaire, on a quand même senti une volonté des deux formations de remettre à l'ordre du jour le projet indépendantiste. Par rapport à ce que vous venez de dire, quand même, il faut qu'ils fassent quelque chose.
Ben, le Parti québécois... Pour brasser les idées, pour continuer à avancer. Parce qu'on peut pas juste... Là, nous, on a l'impression, dans les dernières 5 minutes, que l'idée est morte, mais je veux dire... Non, moi, je pense qu'elle est sur pause. Mais puis je pense, en fait, ce qui est intéressant présentement, bon, Québec solidaire a quand même amené ça. C'est pas à l'avant-plan de cette formation politique-là. Et évidemment, il y a toute la haine, je n'ai pas d'autre mot, la haine qu'il y a entre les militants QS et les militants péquistes, ça y est, c'est pas possible. Quand tu n'es pas militant, tu dis, mon Dieu, à un moment donné, calmez-vous, vous êtes supposé être un peu quand même du même bord. Ça paraît pas beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux, pas du tout. Et bon, puis en plus, il y a eu toute l'expérience de la convergence avec les Oui Québec qui a amené une immense déception de voir que ces gens-là n'étaient pas capables de se parler. Mais reste que l'idée d'indépendance est quand même un peu là. Et pour la course du Parti québécois à l'heure actuelle, ce que je trouve intéressant, c'est que... bon, c'est pas intéressant qu'il n'y ait pas de femmes, mais à un moment donné, il faut aussi revenir de ça. Les femmes peuvent se présenter si elles veulent, et les personnes qui se présentent arrivent avec des approches qui ne sont pas celles de leurs prédécesseurs. Elles ont un autre vocabulaire, d'autres approches, d'autres façons de présenter les choses. Moi, je trouve que, je ne sais pas que ça va passionner les foules du tout, mais pour un mouvement indépendantiste qui doit chercher des nouvelles façons de faire, ben voilà, on a des options sur la table très différentes et j'inclus là-dedans la perspective même que Guy Nantel se présente. Ah oui. Oui. Il y a des dynamiques très particulières dans Québec solidaire puis le Parti québécois. Là. Je pense qu'il faut plus s'intéresser à la logique de ces partis en ce moment que d'y tirer des conclusions sur l'ensemble du mouvement indépendantiste. C'est-à-dire qu'au Parti québécois, vous avez une course à la direction. Et peut-être qu'en fonction des attentes du membership, proposer une approche décomplexée et résolue, rapide vers l'indépendance, ça vous donne de meilleures chances d'être élu. Mais c'est quand même frappant de voir que si vous regardez ce que proposent les candidats en ce moment, oui, par rapport à la précédente course à la direction, la plupart sont un peu plus pressés alors qu'il n'y a rien qui laisse entendre que la population, elle, a davantage d'appétit qu'elle n'en avait. C'est pour plaire aux militants? Pourquoi cette stratégie? Peut-être, ou ça peut résulter de convictions sincères. Je ne veux pas dire qu'il n'y a que de la stratégie là-dedans, mais moi, je note le décalage et ça me frappe. Quant à Québec solidaire, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la fusion où ils ont avalé Option nationale, puis il y a un petit nombre de gens qui venaient d'Option nationale, dont Sol Zanetti puis Catherine Dorion, et ils devaient leur offrir quelque chose. Et oui, ils proposaient des gestes de rupture. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est si vous voulez faire des gestes de rupture, ça veut dire que c'est une idée qui vous intéresse quand même pas mal, l'indépendance, donc vous pourriez faire vos devoirs, mais ça avait vraiment l'air d'être écrit, disons, à la va-vite, pour être poli. Avez-vous l'impression que c'était pour faire taire les gens qui prétendent que Québec solidaire n'est pas un vrai parti indépendantiste, oui, et que c'est une façon d'aller chercher des électeurs traditionnels au PQ, mais que dans le fond... Sans doute, mais le plan de croissance de Québec solidaire passe en partie par la récupération de l'électorat péquiste, forcément, là, ça, il ne faut pas être naïf. Bon, mais parlons-en. Rendu là, je pense que c'est important aussi d'en parler, la réforme du mode de scrutin, qui... José Boileau n'a pas l'air... Non, mais... On en parle beaucoup. C'était une promesse du gouvernement. Moi, je suis très, très Christian Dufour là-dessus. Ah oui? Pourquoi? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Okay. Moi, c'est toute la... Non, on va faire un petit sondage. Là. Il y a des gens qui ont dit... Non, mais je sais que je suis minoritaire, je le sais. Je le sais, puis là, Claudette, elle doit être en train de s'évanouir à m'entendre. Non, mais qui est pour la réforme du mode de scrutin dans la salle? Moi, j'anime, je n'applaudis pas. Mais qui est contre? Ah, bon. Non, ça vaut ce que ça vaut. L'échantillon, c'est à peu près 200 personnes, mais quand même. C'est parce que là, il y a aussi, bon, on n'en a pas parlé encore, l'émergence d'un nouveau groupe, Mouvement Québec indépendant de Martine Ouellette, Mouvement Ambition Québec de Catherine Fournier. Ce ne sont pas encore des formations politiques, mais éventuellement, j'ai peut-être naïvement l'impression qu'une réforme du mode de scrutin avec une proportionnelle qui sera sûrement mixte, elle ne sera pas pure, mais j'ai l'impression que c'est peut-être à court et moyen terme la seule façon d'avoir un gouvernement...
Mais ça pourrait... Ça pourrait aider un peu, mais en même temps, si on... C'est parce qu'on sortirait de la logique clientéliste d'aller chercher des votes chez l'autre parti pour avoir le pouvoir. Ça pourrait aider, mais si on s'accroche à ça, ça veut dire qu'on est quand même loin du compte. Là. On est loin d'avoir un vaste mouvement populaire et ça veut aussi dire qu'on est loin d'avoir des partis indépendantistes qui sont encore capables de se parler et de faire des alliances avant une campagne électorale. Mais que ça changerait un peu la culture d'avoir une proportionnelle, justement? Moi, je pense que ça pourrait, en ce sens-là, avoir un impact positif, mais de là à... Je pense pas que ça serait majeur ou déterminant. Puis, c'est seulement un aspect de la question, mais c'est pas parce que vous dites ça que vous allez forcément, que vous devez être en faveur avec l'ensemble de la chose. Vous pouvez vous y objecter pour d'autres raisons ou être en faveur pour d'autres raisons. Comme José, par exemple, qui n'a pas l'air d'aimer la réforme. Mais je suis d'accord, il y a un côté tactique, mais c'est pas magique. Je continue de trouver que notre système, notre mode de scrutin favorise la mise en place d'un gouvernement fort. Et parfois, il nous plaise, parfois, il nous déplaise. Mais moi, je trouve que des fois, c'est des gouvernements forts qui sont appuyés par 30 quelques % de la population et qui peuvent faire des politiques ou des réformes quand même majeures et qui... Est-ce que ça contribue pas un peu à la désaffection de moi, je crois 25 pas ça. Moi, je crois pas ça parce qu'on a quand même il y a une désaffection envers le monde politique dans tous les pays occidentaux, peu importe le mode de scrutin. Oui. Donc, c'est pas la dynamique, elle n'est pas là. Elle est plutôt du fait de notre individualisme contemporain qui n'aimons pas l'idée d'être embrigadé dans un parti, d'aller militer à long terme plutôt que pour une cause sporadique. Je pense que c'est plus ça les questions. Et pour ce qui est des côtés des alliances, ma foi, on n'a même pas été capable de s'entendre sur une éventuelle convergence pour un éventuel moment où on pourrait peut-être éventuellement faire une indépendance. Oui, mais on pourrait dire que le mode de scrutin ne favorise pas ces alliances-là, que c'est un peu souvent contre nature. Je trouve que c'est de la belle naïveté. Mais les militants veulent rien savoir. Ils veulent tellement rien savoir. Il faut juste aller faire un tour dans un conseil national de Québec solidaire pour voir à quel point les gens qu'ils aiment le moins, c'est le Parti québécois. Puis c'est souvent typique des débats un peu plus à gauche, là, où les gens très à gauche, leur ennemi numéro 1, c'est les sociaux-démocrates. Puis Dieu sait que les sociaux-démocrates, ils en arrachent partout en ce moment. Mais je suis pas sûre, moi, que l'idée de l'indépendance, elle est collée à cette histoire de mode de scrutin. Moi, je pense plus qu'il faut aller, effectivement, voir qu'est-ce qui va être le catalyseur dans la population. Je pense que c'est plus ça. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. Mais on est ici pour le trouver. Non, mais je vois pas. Bon, un indice... Ça serait quoi? Le catalyseur, je ne sais pas, mais je trouve qu'une indication d'un intérêt peut-être des gens pour la politique, c'est cette idée reprise du Parti libéral de Justin Trudeau, avant que Justin arrive comme chef, d'avoir des sympathisants d'un parti qui votent pour le chef. Je trouve qu'il y a là peut-être on aura là une indication d'un intérêt peut-être des gens pour un parti sans nécessairement qu'ils veulent vouloir en être membre, sans nécessairement le suivre aveuglément, mais peut-être que pour un chef, une implication, ce sera une indication. Okay. Mais le catalyseur qui va faire que, ouf, tout à coup, tout le monde va dire « Wow, il faudrait bien devenir souverainiste », ça, je le vois pas là. Paul, vous qui fréquentez les congrès de tous les partis, cette idée-là, comme le PQ qui le propose dans sa course à la chefferie, le 5 $ pour être sympathisant, est-ce que les militants, ceux qui militent, est-ce que c'est bien vu d'avoir un peu des gens comme ça, qui ne militent pas, s'immiscer dans une course? Ben, l'annonce est récente. Honnêtement, j'ai pas eu le temps d'aller parler à des militants. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Puis c'est la meilleure façon d'aller essayer d'attirer du nouveau monde dans la course à la direction. Puis ils en ont besoin. Là. Moi, je vois ça comme étant que du positif. Je l'ai mentionné rapidement, mais bon, l'émergence des nouveaux groupes de Martine Ouellette, Mouvement Québec indépendant, et de Catherine Fournier, Mouvement Mission Québec, ça vous dit quoi, ça? Ça me dit un point d'interrogation. Je me demande exactement ce que ça signifie quand on dit mouvement. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui veut devenir un parti politique, un mouvement, mais lancé par quelqu'un qui est député, qui va rester députée indépendante? Puis Martine Ouellette, on sait que ça a été sportif. Oui. Les relations au sein de la grande famille souverainiste. Donc, vous êtes dépoli ce soir. Le mouvement est censé être en direction d'une addition des forces et pas d'une fragmentation. Si votre mouvement mène pas à une addition, ben je comprends pas. Puis pour moi, je suis pas j'ai même pas l'impression d'être en train de donner une opinion, puis encore moins un souhait. Je suis pas là pour souhaiter quoi que ce soit. Je l'analyse, mais ça me semble relever de la logique mathématique la plus élémentaire. Là. C'est juste... Moi, j'ai l'impression que ça fait partie de la pause où chacun essaie de
de reprendre son souffle. C'est vrai, au sein du mouvement souverainiste, il y a eu des déceptions qui ont été causées à tort ou à raison autour du Parti québécois. Il faut quand même dire les choses. Alors, ça a amené des gens de gauche vers Québec solidaire. Ça a amené un Jean-Martin Hossan qui s'est retiré. Ça a amené une Catherine Fournier qui s'est retirée. Bon, ça amène ça, et c'est peut-être qu'il y a un moment d'un espèce de bilan qui doit être fait. Peut-être qu'il n'est pas possible vraiment de le faire au sein du PQ. Catherine Fournier se sentait peut-être, avait ses raisons. Oui. Moi, je trouve qu'en même temps, ça tient, c'est pas le côté « je pars et je deviens fédéraliste », on n'est pas là-dedans. Ça maintient l'idée, mais comment tout ça retombera, en tout cas, c'est clairement pas en 2020 que les choses vont retomber. Tantôt, on en a parlé un petit peu. Je veux quand même qu'on entende, parce qu'il y a eu un autre cataclysme, je ne sais pas si le mot cataclysme est peut-être un peu fort, à l'élection fédérale. Ça sonne péjoratif, hein, votre... Non, c'est cataclysme avec des fleurs. Alors, on écoute un extrait. Nous revenons de loin, mais nous irons encore plus loin. Les membres, les militants et les électeurs du Bloc québécois, tous savent que nous croyons qu'un jour, le plus vite possible, mais à son moment et à sa manière, le Québec pourrait choisir de se doter de tous les attributs de la souveraineté. Merci. Moi aussi. Mais j'ai une admiration sans borne, un respect, une reconnaissance responsable envers nos militants, nos gens, d'une nature parfois peu patiente, mais pour tous ces gens, mes amis, tous ces gens qui acceptent que le Québec avait besoin, que pour cette fois, la réalisation de la souveraineté ne soit pas notre mandat. Alors, on en a parlé tantôt, bon, c'est pas un cataclysme, mais c'est quand même quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Le retour en force du Bloc québécois, qui est un parti qu'on pensait décédé et prêt à être enterré, et qui revient avec 32 députés. Comment c'est votre lecture? Bien, ça dit que les Québécois veulent encore avoir une politique d'assurance à cet égard-là, d'avoir un parti qui pense à leurs intérêts, qui... moi, je le vois toujours sur ce côté-là, cette souveraineté tranquille. Dans le livre de Jacques Beauchemin, il dit que pour plusieurs Québécois, la souveraineté, elle est comme faite dans leur tête. Bon, encore, faut-il le mettre en action au niveau politique et il ne faut pas oublier cette partie-là, mais je pense que ça participe de ça. Mais moi, j'ai un questionnement, je suis peut-être l'air de déborder du bloc. Non. On coupera au montage. Oui. Mais c'est tous ces changements démographiques-là. Moi, tu sais, on parle, bon, les Québécois, je dis, se retrouvent, mais toutes les nouvelles communautés ethniques qui arrivent, je me demande comment elles se politisent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, par exemple, les Haïtiens sont arrivés ici. Bon, ça a été au départ des intellectuels. Les Chiliens qui ont fui une dictature. Donc, il y avait un jeu politique qui comprenait bien les Algériens qui arrivent dans les années 90, qui fuient un régime politique. Donc, ils ont un intérêt autour de la politisation d'une société et parfois même de façon beaucoup plus assumée que nous. Je trouve ça frappant. Du côté des Haïtiens, par exemple, c'est Dominique Anglade, je ne sais plus où j'ai lu ça, parce qu'à un moment donné, on lit tellement d'affaires, qui disait, bon, les Québécois, il faudrait qu'ils soient plus sûrs d'eux. Les Haïtiens, en dépit de la grande pauvreté de leur pays, ont une affirmation politique beaucoup plus forte que les Québécois dans le discours. Bon. Là, je me demande, ceux qui arrivent, les nouveaux arrivants, ils restent à Montréal. Oui, ils sont attirés par le grand ensemble canadien. On le sait à quel point les fédéralistes savent très, très bien jouer de tout ça. Mais leur regard sur le Québec, j'arrive pas à voir parce que je suis pas sûre que je comprends bien les nouvelles communautés qui arrivent. Et c'est pas anodin puisque notre croissance démographique maintenant, elle passe par l'immigration depuis maintenant plusieurs années. C'est pas anodin parce que ces gens-là restent à Montréal, la régionalisation de l'immigration marche mal. Donc, on arrive à un Québec coupé en deux. Et je trouve qu'à travers ça, on a oui, une élite médiatique, intellectuelle, qui regarde ces phénomènes-là en ayant un discours très moralisateur sur le peuple, particulièrement le peuple qui est en dehors de Montréal. Moi, tous ces phénomènes-là, ça me fatigue beaucoup.
beaucoup. Donc, c'est pour ça que peut-être que juste l'assurance... OK, on est correct, on a notre bloc. OK, on est correct, on a nos fougueux. Donc, ça peut être projet. trompeur. Oui. D'avoir... Parce que dans le fond... Oui, mais là, c'est je veux ça. avant d'aller plus loin, je veux entendre Manal. Évidemment, ce soir, vous représentez toutes les communautés. Oui, mon Manal. opinion, c'est celle de tout le monde. On pense tous pareil. Évidemment. C'est pas ça, mais comment vous réagissez au propos de Josée? C'est intéressant parce que moi, je suis arrivée au Québec à la fin des années 90, fait que je suis arrivée pendant la peine d'amour. En fait, la peine d'amour, c'est un petit peu comme être pognée dans un petit appartement avec un couple qui est comme obligé de rester coloc alors que dans le fond, ils veulent se séparer, tu sais. Fait que c'était un petit peu dans cette atmosphère-là, puis c'était aussi que c'était encore très sensible comme sujet. Donc, c'est pas quelque chose de quoi on discutait ouvertement, mais qui était palpable quand même. Et je suis arrivée au Québec, j'étais déjà francophone, et ce que j'ai entendu souvent, c'était l'indépendance passe par le français. Et pour moi, c'est drôle parce que j'étais naturellement fédéraliste. On a immigré au Canada, pas au Québec. Fait que je me sentais naturellement fédéraliste en étant francophone jusqu'au moment où j'ai ressenti vraiment un enracinement dans la culture québécoise. Si la langue ne mène pas à la culture, elle ne mène à rien. Et c'est pas le français qui fait en sorte qu'on se sent québécois ou pas. Et mon rapport au français que j'ai appris au Maroc est pas le même rapport que j'ai au français au Québec parce que le français au Maroc ne me menait pas vers une culture. C'est une langue, c'était la langue de la colonisation, mais aussi la langue qui te sort de ton pays. Tu sais, c'est la langue de la richesse, de l'administration, de l'éducation et tout ça. Donc, c'était un petit peu un prestige et on s'attache pas à un prestige. Le moment où j'ai ressenti que le projet d'indépendance au Québec faisait du sens. Pour moi, c'était pas sur une question économique, c'est pas sur une question de ça fait du sens parce que les arguments sont bons, c'est sur une question de il y a un attachement à cette culture-là et on comprend que pour qu'elle subsiste dans une majorité anglophone, dans un océan anglophone, dans une société en mondialisation, dans un contexte de mondialisation, il faut une certaine structure pour que ça encadre ça. Et ma compréhension de ça est passée à travers la loi 101 parce que je suis une enfant de la loi 101. Donc, même si j'étais déjà francophone, parce que j'étais déjà francophone, que je maîtrisais bien le français, que ça allait très bien à l'école, mes parents voulaient m'inscrire à l'école en anglais. Donc, ça a été ça, le premier contact avec l'espèce de division entre les Français et les Anglais, c'est que la réaction au fait que mes parents voulaient m'inscrire à l'école anglaise a été forte et notre incompréhension a été forte parce que l'anglais, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Pourquoi tu voudrais priver tes enfants de ça? Donc, de notre point de vue, c'était pourquoi les Québécois se mettent ces bâtons dans les roues-là, de s'empêcher d'aller vers l'anglais pour finalement comprendre, mais c'est parce que l'anglais, il rentre par la serrure des portes. Donc, c'est pour ça qu'il faut protéger le français, c'est pour ça qu'il faut avoir la loi 101. J'aurais probablement été à l'école en anglais s'il n'y avait pas la loi 101 et j'ai réalisé en étant dans une école ultra multiculturelle de Montréal au secondaire qu'on était tous là en train de lire des romans en français et de consommer, même si j'aime pas le mot, de la culture québécoise parce qu'il y a eu la loi 101. Puis là, je me demande comment est-ce que vous avez l'impression que c'est encore ça? Parce que moi, j'ai un garçon de 15 ans qui va à l'école publique. Là, j'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode-là, mais au pire, je vais l'empêcher. Mais ce qui est impossible. Mais il y a un accent, il y a un accent à son école qui est un espèce de français normatif. Et j'ai l'impression qu'il y a un certain snobisme aujourd'hui, je ne sais pas, envers la culture québécoise, moi. J'ai l'impression chez les jeunes. Je ne sais pas si c'est passager, si c'est cool, mais je sens ça. Des fois, j'en discute avec lui et je sens un petit snobisme. Je pense que les youtubeurs français prennent énormément de place chez les ados. Mais au-delà de ça... Les youtubeurs québécois n'arrivent pas à rejoindre les jeunes. Ça non, parle absolument. Aussi, là. Oui, absolument. Mais c'est d'un côté, je pense qu'au Québec, on se parle souvent entre nous, alors que le reste de la francophonie a le réflexe de parler au monde entier. Je sais pas pourquoi on a l'impression que les choses qu'on a à dire ne sont pas universelles, puis qu'il faut les maquiller, ou qu'il faut les dire dans un autre accent, ou qu'il faut les dire d'une autre façon pour arriver à rejoindre les gens dans le reste du monde, alors que le reste du monde parle de lui-même et ça rejoint naturellement tout le monde. Donc, d'un côté, il y a ça, puis d'un autre côté, je pense que je suis arrivée justement à la frontière
juste avant que l'Internet prenne tout d'assaut, dans le sens que l'Internet était là, mais la culture locale, télévisuelle, etc., était très ancrée. Fait que moi, je me souviens, on est arrivé, on écoutait La Fureur, puis Kilomètre-heure, puis toutes ces affaires-là. Donc, ça fait partie de l'intégration aussi. Donc, oui, les GAFA et tout ça, ça participe au fait qu'il y ait une fragmentation dans la transmission. La télé au Québec a été particulièrement importante pour cette culture populaire commune, et là, c'est moins puis le maintenant que Netflix est accessible, puis ils ont de la subvention et tout ça, mais moi, la question que je me pose, c'est comment dans une société où on sait depuis aussi longtemps que la survie de cet héritage-là passe par la culture, est-ce qu'il faut encore défendre la subvention de la culture? Comment ça se fait qu'il faut encore convaincre la société que c'est important d'investir dans l'éducation quand c'est par l'éducation qu'elle passe cette transmission-là? Oui. C'est bien. Je parlais récemment avec quelqu'un d'indépendantiste qui me disait oui, mais il faut légiférer dans les sociétés, etc., pour que le français au travail. Oui, mais avant d'arriver sur le marché au travail, il faut que cet attachement-là se fasse, puis il se fait dans les écoles. Donc oui, c'est bien beau de parler de projets de société. Moi, de mon temps que j'ai passé au Québec, j'en ai pas vu de projet de société parce que je suis arrivée après cette défaite-là de 95. Donc, ce que j'ai vécu au Québec, c'est l'absence de projet de société. Puis je le ressens. J'ai jamais l'impression d'avoir porté un projet de société au Québec. Ce sont les baisses d'impôts maintenant. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui nous guide. Au contraire, il n'y en aura pas. C'est ça que François Legault a dit. Et les investissements en culture ont quand même augmenté récemment, là, au moins. Il faut se dire autant sur la scène provinciale que fédérale. On construit. Oui. Moi, j'aimerais beaucoup... Oui, Émile. Je suis là? Oui. Je suis là. Moi, j'aimerais beaucoup rajouter... Émile Bilodeau, c'est la première fois qu'on vous entend. Oui, bonsoir. Alors, j'aimerais beaucoup rajouter sur ce que Manal a dit sur... bonsoir. Mais là, on fait une petite parenthèse parce que ça va être votre moment tantôt, mais allez-y, Émile. Bien, c'est ça. Juste pour terminer sur l'éducation, je trouve ça super important. Moi, j'ai des souvenirs fabuleux de rentrer à l'école primaire, une petite session de Gilles Vigneault avant de commencer la journée. Moi, très jeune, les parents mettaient du Félix Leclerc dans mon berceau. Tu sais, Bozo, ça passait. Et c'est là Vous avez quel âge, Émile? Moi, j'ai 23 53 ans. 23. Okay. Et puis, moi, la question que je me pose, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les parents, pour que la jeunesse d'aujourd'hui ait cet intérêt-là pour notre culture? Moi, je pense que l'indépendance en soi, c'est quelque chose qui pourrait rendre la culture québécoise intéressante. Parce qu'à partir du moment où tu as ton passeport québécois, ben, tu n'as pas d'autre choix que de t'intéresser à qu'est-ce que c'est cette histoire-là, quels sont ces ambassadeurs culturels, quels sont les artistes qui ont bâti ça de ses propres mains. Oui, mais on y arrive pas. On y arrive pas encore à ça. Mais c'est comme l'œuf et la poule aussi, oui, parce que comment tu fais pour intéresser les gens à l'indépendance s'ils sont pas au courant de cet héritage-là et de cette culture-là? Pourquoi on fait l'indépendance? Est-ce qu'on le fait pour des raisons économiques ou est-ce qu'on le fait pour des raisons culturelles et sociales? Moi, en tant qu'artiste, je pense que l'argument culturel est essentiel et là, tout ce qu'on aurait besoin, mais il y a tellement d'autres. Oui, mais attendez, on va y revenir parce que là, on voulait juste... On est en train de tout foutre en l'air ton balado. La question était sur le bloc. Au contraire. La question était sur le bloc québécois. Qu'est-ce que ça peut dire? Juste boucler la boucle. Mais oui, parce qu'après ça, on va entendre Claudette. Très brièvement, mais je pense pas que le Québec ait besoin d'être un pays qui s'intéresse à sa propre culture, là, surtout qui s'en fait de la très bonne en ce moment. Mais pour ceux qui désespèrent de voir que les plus jeunes aujourd'hui parfois snobent la culture québécoise, moi je me souviens que j'ai grandi... je suis né dans les années 80. Oui. Dans les années 90, quand je commençais à écouter beaucoup de musique, on snobait la musique québécoise. Oui, c'est vrai. Puis on écoutait beaucoup de musique anglo. Puis finalement, le déclic, dans mon cas, il s'est fait avec Jean Leloup. Puis maintenant, j'écoute beaucoup de musique québécoise, comme de musique d'ailleurs, de tous les genres. Mais ça existait avant et c'est pas insurmontable, ce préjugé non, tout à fait. défavorable envers sa propre Donc, culture. mon fils n'est pas perdu, c'est ce que vous me dites, Paul. Si son père prend soin de lui et lui montre de la bonne musique québécoise, mais il est un peu tard. Si à 15 ans, son père lui a pas encore montré des bons records québécois. Je l'ai amené voir Plume la Traverse à l'âge de 8 ans. Ah, c'est peut-être ça. Il écoute du Plume la Traverse régulièrement, puis à chaque fois, il me dit « Ah non, pas encore Plume la Traverse! » Mais bon... Plume, il a fait peur. Ouais, non, mais il faut comprendre. Je plante des graines, c'est juste que le terreau est pas encore fertile. Claudette, on est à la mi-temps un peu de cet épisode, à peu près. Je veux vous entendre vos impressions, ce que vous avez entendu. Si peut-être vous voulez relancer aussi la discussion, j'ai sûrement des angles que j'ai pas couverts. En tout cas, c'est très riche à date, ce que j'ai entendu. Là, c'est même difficile de réagir sur... beaucoup d'interventions qui ont été faites.
Je pars du point de vue de Manal. Quand elle dit, moi, je suis arrivée ici après le référendum de 95 et j'ai jamais eu le sentiment qu'il y a eu un projet de société, je pense qu'elle a raison. Moi, j'étais ici bien avant 95 et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu une rupture en termes de projet de société entre 95 et avant. Le constat qui était fait par nos analystes à l'effet que l'arrivée de la CAQ, c'est un peu la souveraineté tranquille. Oui, il y a un petit retour là, du temps d'Yvon Deschamps, là, à ce Québec souverain dans un Canada fort. Oui. Là. Il y a un certain confort du côté des Québécoises et des Québécois, mais je pense qu'il y a aussi une fierté qui ressort sur une chose. On a réappris à revendiquer. Fini l'aplaventrisme par rapport à Ottawa. Et ça, c'est quand même un terreau. Des exemples? Moi, je ne sens pas ça tant que ça. Pourquoi vous dites qu'on a réappris à ce point à revendiquer face à Ottawa? Ben, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Netflix, ça n'a pas de bon sens. Aussi, tout ce qui est par rapport à... ça n'a pas de bon sens, mais on est tous abonnés et on le regarde beaucoup. Oui, mais le beaucoup. fait qu'ils ne payent pas de taxes, par exemple. Oui. Là, puis après ça, peut-être la laïcité aussi, cette idée-là de ne pas pouvoir en discuter entre nous. Mais Claudette? Bien, il y a quand même derrière le projet de la CAQ, OK? Donner l'illusion qu'ils veulent revendiquer des choses par rapport à Ottawa. Donner l'illusion, okay? Oui, donner l'illusion. Parce que je pense que si, dans un premier temps, la position est peut-être un petit peu confortable, c'est vrai qu'on a toujours rêvé d'un pays où on trouve un accommodement suffisant, respectueux de ce que sont les Québécois, permettant une réelle différence. Je pense que ça, c'est de l'utopie. Puis c'est plus de l'utopie maintenant que ça l'était en 1995. On est de plus en plus minoritaire et de ce côté-là, il n'y a pas d'espoir. Alors bon, là, la CAQ ramène un peu tout ça à l'ordre du jour. C'est une position un petit peu douillette, un petit peu confortable, mais va venir l'heure des bilans, va venir l'heure des résultats. Et en ce sens-là, moi, pour avoir assisté, par exemple, au congrès tant du PQ que de Québec solidaire, voir ramener l'idée d'indépendance à l'ordre du jour, je trouve ça plutôt intéressant. Je reviens sur un autre bout de la discussion qui était faite par les analystes. Ils disent « Ouais, mais il n'y a pas d'appétit réel pour la souveraineté. » En même temps, là, depuis 1995, c'est une question dont on a très peu parlé au Québec. Qu'il y ait encore un Québécois, une Québécoise sur 3 qui y croit, pour une question dont on n'a à peu près pas parlé depuis 25 ans, là, ça tient du miracle. Hein? C'est pas... ça tient vraiment, vraiment du miracle. À ce point-là? Oui. Pas aborder une question et que ça reste aussi prégnant dans un Québécois sur 3, là, je considère qu'il y a quelque chose là. D'autre part, je veux pas cracher dans la soupe, mais... mais il crachait dans la soupe. Oui, mais c'est pas un peu... Je veux dire, si on se fait appeler au téléphone sur un sondage sur la souveraineté, dans un contexte où on n'en parle pas, où il n'y a pas de parti au pouvoir qui prône ça, moi, j'ai l'impression que ce 30%-là, il veut pas dire grand-chose, sincèrement. Vous pensez vraiment qu'il veut dire quelque chose? Là c'est pour le... Moi, je pense qu'il veut dire... Oui, je pense qu'il veut dire quelque chose. Et c'est une invitation à nous proposer quelque chose. Okay. Parce que je trouve qu'une grande partie de l'analyse a été faite un peu d'un point de vue attentiste. Il n'y a pas d'appétit, donc on ne prendra pas d'initiative. Je regrette, mais il appartient au groupe de la société civile, il appartient aux partis politiques de faire des débats, de faire des propositions. Oui. C'est pas vrai que ça va nous tomber du ciel, là. On n'attend pas les conditions gagnantes comme ça, si ça peut survenir, ça n'a pas de sens. On a dit la convergence, c'est terrible, ce qui s'est passé à la table des Oui Québec, ils n'arrivent pas à s'entendre. Moi, j'ai un point de vue beaucoup plus nuancé que ça sur cette question-là. On a fait un exercice très sérieux impliquant 4 partis politiques, des recherchistes qui nous ont appuyés, la société civile, et on est quand même arrivé à une entente signée qui devait être soumise à chacun des partis politiques en termes de congrès. OK? Et ça, c'était vraiment une approche renouvelée qui répondait à des questions extrêmement importantes.
Si tu veux gagner un référendum, là, tu ne peux pas te contenter d'un débat qui va tenir dans 60 jours. Donc, l'idée d'une assemblée constituante où tu places le citoyen au cœur du processus... Là, je vais faire une parenthèse. Là, je parle, parce que je sais qu'ici, c'est des gens très politisés qui savent exactement ce que c'est une constituante, mais pour les auditeurs de la balado, pour l'aspect pédagogique, expliquez-nous le principe et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant derrière ça? Bien, écoutez, c'est tout simplement une majorité parlementaire d'indépendantistes qui proposerait, à travers une loi, de faire une assemblée de citoyens pour écrire les grands contours du pays. Oui. Quel genre d'institution politique on veut? On veut une monarchie constitutionnelle? On veut une république? Comment on voit les droits de la personne? Les relations avec les Autochtones? Bref, toute une série de questions qui sont extrêmement engageantes et qui changent des choses dans le quotidien des gens. L'Assemblée citoyenne, là, elle ne fait pas ça toute seule. Elle peut se lancer dans une vaste consultation dans toutes les régions du Québec, ce qui fait en sorte que tu n'as pas un débat référendaire qui dure 60 jours. Tu en parles pendant 1 an, tu en parles pendant 1 an et demi, et là, tu redécouvres ce que tu pourrais faire avec un pays. C'est quoi le potentiel qu'il y a là-dedans? Quel genre de projet de société tu pourrais dégager là-dedans sans t'embarquer dans quelque chose d'aussi pointu qu'un programme, qu'une loi, parce que, bon, la démocratie va devoir vivre. Mais entre le tout et le rien, je pense qu'il y a de la place pour au moins s'entendre sur une structure, un certain nombre de principes. Et on est arrivé à faire ça. Et on est même arrivé à la signer, cette entente-là. Après, il y a eu quelque chose de très dommage. Ça aurait été un pas substantiel de pouvoir réunir les indépendantistes de tous les partis politiques derrière une approche qui mettait à contribution la population. Ça a été désavoué, malheur de malheur, après par Québec solidaire. Ah, ben voyons donc. C'est évident qu'on leur a reparlé depuis ce temps-là. Je pense qu'en termes de programme, alors que c'était pas ça à l'époque leur programme, ils sont arrivés à quelque chose d'assez semblable à la feuille de route. Ça s'est fait dans un contexte où se débattait dans un autre forum aussi une perspective d'alliance électorale. Et là, je rejoins des choses que j'ai entendues en termes d'analyse. Oui, il y a une haine parfois assez viscérale entre les militants d'une formation et les militants de l'autre. Et, malheur de malheur, je pense que ce débat-là a emporté la feuille de route, mais moi, je rêve encore du jour et comptez sur moi, comme société civile, on va mettre de l'avant ce genre de projet-là parce que tu redonnes un sens au projet de pays, tu redonnes une place aux citoyennes et aux citoyens. Ça ne se passe pas d'une chapelle, d'un petit groupe de 50 ou de 100. Ces gens-là se promènent le temps nécessaire partout au Québec. Tu relances un débat de société et tu as moins le sentiment de signer un chèque en blanc quand tu dis oui à un pays ou tu dis non à un pays. Tu as au moins un certain nombre de grandes balises où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Alors, c'est la richesse de ce projet-là. Moi, je pense que, au contraire, il y a là un repère pour l'avenir et ce que je souhaite de la part des partis indépendantistes, je pense que le PQ a dit on veut se reconstruire autour de cette idée maîtresse qui est l'indépendance. Je salue ça, c'est très bien, il faut aller plus loin. Quel genre d'idée forte? On n'est plus dans les années 60, on n'est plus dans les années 70. Le Québec a beaucoup changé en termes de composition démographique aussi. Avec qui on fait l'indépendance? Il faut le faire avec tous les Québécoises, tous les Québécois, indépendamment de leurs origines. Alors ça, c'est absolument majeur. La question autochtone est une question qui se pose avec une acuité. Et on n'en parlera pas beaucoup ce soir parce que c'est une question qui est très riche. Moi, je propose même qu'on refasse un épisode seulement sur la question autochtone, en territoire autochtone cédé, donc ailleurs qu'à Montréal. Mais ça serait vraiment intéressant parce qu'il va falloir en parler de ça.
De la même façon, la question de l'environnement, on peut-tu se dire là, qu'au début des années 90, c'était pas la question la plus haute en ville, c'était pas très présent dans le débat référendaire. Écoutez, c'est vrai qu'il y a un tiers de la population qui se dit encore indépendantiste aujourd'hui, mais c'était à peu près le même pourcentage avant chacun des référendums. Oui. Et les choses pouvaient évoluer. Et, de l'extérieur, c'est souvent de l'extérieur, en fait. Oui, c'est souvent de l'extérieur, mais l'émergence du Bloc, on l'a souligné, tout le monde donnait ce parti-là pour mort. Oui. Tu as quand même une ressurgence qui est importante. Mais ils n'ont pas beaucoup parlé d'indépendance pendant leur campagne, par contre. Moi, je trouve, non, il n'y a pas un Québécois qui a voté ou pas voté pour le Bloc et qui ne savait pas que c'était un parti indépendantiste. Oui, mais de ce côté-là, ils étaient... Ils n'en ont pas beaucoup parlé pendant la campagne. Mais non, mais j'espère qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé. Et je vais vous dire pourquoi. Mais oui, parce que l'indépendance, ça se fera pas à la Chambre des communes. Non. Et c'est heureux que ça se fasse pas là. On est minoritaire comme députation québécoise. Oui. Ce serait bien le bout qu'on permette aux autres parlementaires de décider à notre place si on doit rester à l'intérieur du Canada ou en sortir. Là. Ça doit se faire au Québec. Et je considère que la contribution que peut avoir le Bloc avec son retour à la Chambre des communes, c'est précisément de nous faire réfléchir nos intérêts, nos aspirations comme Québécoises et Québécois ne sont pas bien servis à l'intérieur du reste du Canada. Mais vous pensez que les gens à la maison, ils font cette lecture-là? Là, je sais qu'ici, les gens applaudissent parce que les gens viennent à ces rassemblements-là, mais ça prouve pas aussi le Bloc. Là, je vais me tourner vers Paul et José. Après ça, on va aller à Manal et Émile, on va vous entendre un peu plus, mais le regain d'intérêt du Bloc, ça veut pas dire aussi que, dans le fond, que le Canada fonctionne très bien avec un parti indépendantiste québécois qui est capable d'aller chercher une trentaine de députés pour faire fonctionner on peut autant tirer cette conclusion-là que tirer une conclusion, faire un lien entre la victoire, entre guillemets, du Bloc et puis le regain du mouvement indépendantiste. Moi, honnêtement, je fais pas de lien entre la bonne performance du Bloc puis l'indépendance. C'est une logique très différente à Ottawa que celle à l'Assemblée nationale où le vote pour le Bloc québécois, les Québécois retrouvaient leur bonne vieille pantoufle parce qu'ils avaient aimé le travail parlementaire rigoureux que le Bloc avait fait dans les 2 dernières décennies, puis ils faisaient confiance à aucun des autres chefs. Mais c'est quelque chose de très défensif qui engage à rien. C'est tout le contraire de la logique de vouloir à l'Assemblée nationale voter pour un parti qui va faire du Québec un pays. Là, c'est des logiques contraires. Tout à fait. Et moi, je suis aussi un peu sceptique par rapport au discours sur la pédagogie qu'on entend souvent, qu'on n'a pas beaucoup parlé d'indépendance dans les 20 dernières années, mais quand même, c'est un projet qui est assez connu. Oui. Les Québécois savent ce que représente le Parti québécois. Et puis, si on a besoin de faire la pédagogie puis la démonstration, c'est peut-être signe que l'idée n'est pas aussi en santé qu'on le souhaite, parce qu'habituellement, l'idée de faire un pays, c'est instinctif, c'est viscéral, ça vient de vos tripes, vous n'avez pas besoin d'avoir la démonstration rationnelle, etc. Ouais. Okay. Moi, je pense que je ne suis pas sûre que c'est de la pédagogie qui a manqué autant que d'apprendre à se défendre. Mettons que c'est une guerre, là. Les fédéralistes y avaient trouvé l'arme. Ils disaient le mot référendum, là, puis les journalistes n'en avaient que pour ça. Tu ne voyais que ça au bulletin de nouvelles et ça a marché depuis, mon Dieu, 1995. Là, donc, derrière ça, qu'est-ce qu'on répond? Faut-il répondre? J'ai l'impression qu'on ne s'est pas tellement attardé aux tactiques de guerre, tout simplement. De la même façon, sur le Bloc québécois, je suis d'accord avec Paul sur l'idée de pourquoi on les envoie à Ottawa. Il y a toute une question conjoncturelle. Maintenant qu'ils y sont, par ailleurs, ils font partie non pas des catalyseurs, parce que moi, je continue de dire que je ne vois pas de catalyseurs en 2020, mais ils font partie des éléments qui gardent l'idée en vie, tout comme, et qui sera à surveiller de la popularité, tout comme de surveiller le nombre de sympathisants que le Parti québécois pourra amener. Je pense que ce sont différents éléments qui, en 2020, vont pouvoir prendre leur place. Qu'est-ce que ça donnera? Moi, je ne suis pas capable de prédire ça. Je me méfie beaucoup des côtés jovialistes. On aimerait donc que ça marche, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. On est dans une société plus complexe, de plus en plus uniformisée en même temps. J'entends bien toutes les questions sur la culture, le questionnement. J'ai hâte de vous entendre. En même temps, on assiste à une américanisation du monde qui va toujours plus grande,
et qui est vrai de tout le monde occidental. Le Québec n'est pas différent du reste à cet égard-là. Donc, c'est des batailles, des prises de conscience sur le français. Moi, juste l'histoire là, du cégep de Gaspésie à son antenne anglophone, mais c'est l'irresponsabilité de la direction. Et j'entendais aujourd'hui le directeur de la Fédération des cégeps qui défendait ça parce qu'il fallait faire de l'argent. Ben oui, ben c'est ça. Alors ça, là, c'est des gens d'ici qui disent des choses comme ça. Donc, il faut lutter contre l'économisation du monde, l'uniformisation du monde. Alors, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est pas possible de le faire, mais il faut quand même voir les obstacles qu'on a devant nous. Claudette, c'est vrai que de la part des libéraux, la question du référendum était une arme politique particulière, mais ça pognait, y compris chez les Québécois, parce que leur lecture, enfin, ce que j'en sentais, c'est il y a assez de problèmes là, ici à régler. Sortez-nous pas vos vieilles affaires de 1800, clin-clin. Regardons les problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui. Et ça pose toute la responsabilité pour le mouvement indépendantiste. On est-tu capable d'avoir un projet d'indépendance 21e siècle qui est capable de faire les liens avec les préoccupations du jour, l'environnement, les questions autochtones, la question des droits, la question de la défense de la langue dans un monde mondialisé, dans une Amérique anglophone, etc. C'est ça qu'on on va se tourner vers le 21e siècle. C'est nous ça. Avec Manal et Émile. On veut vous entendre, parce qu'on vous entend un petit peu. Bon, là, on vient, ça fait à peu près... Là, tu es en train de dire qu'on est vieux? Oui, moi compris. Vous réagissez comment avec ce qu'on vient de dire depuis le début de cette discussion? Je trouve ça très intéressant, puis je me suis pas souvent, en fait, je me suis jamais prononcée sur la souveraineté parce que j'ai toujours gardé une posture d'écoute sur la question. Et je pense que c'est spécial étant immigrante qui n'est pas assistée à un référendum parce que il y avait pas de biais ou d'opinion qui étaient véhiculés dans mon entourage immédiat ou dans ma famille. Donc, je partais vraiment de la neutralité, tu sais, c'était pas émotif du tout. Fait que cette posture-là d'écoute et un petit peu d'être en dehors de ça fait peut-être que justement je ne sens pas cette importance de militer là pour la cause, que je suis pas encore placée sur la question. Puis moi mon attachement à cette question-là, c'est vraiment la question de la langue et de la culture, parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement. Et, mais dans les gens que vous fréquentez, dans votre entourage, cette idée-là... C'est beaucoup d'indifférence. C'est beaucoup d'indifférence. À quelques exceptions près, c'est vraiment ça. Puis je pense qu'il y a aussi cette nuance-là qui manque souvent, c'est-à-dire qu'on parle de, dans les sondages, combien de gens sont en faveur ou en défaveur, mais je pense que là-dedans, il y a énormément d'indifférence. Et c'est un peu comme l'environnement. Dans l'environnement, ceux qui nuisent le plus à la cause de l'environnement, c'est pas les gens qui sont climato-sceptiques, c'est les gens qui sont d'accord qu'il y a un problème, mais qui sont un peu indifférents dans leurs actions. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Et ce manque de nuance-là, ou cette binarité-là qu'il y a, c'est pas juste par rapport à la question du oui ou du non, c'est la question de la langue, par exemple. Des fois, je vais passer des sondages qui parlent de l'état de la langue française dans les grandes villes au Québec en disant le français est en recul. La preuve, avant, il y avait tant de pourcentage de francophones de langue maternelle. Maintenant, ce pourcentage-là a baissé de 30, puis il y a 28% de plus d'allophones. Statistiquement, je suis allophone. Je ne suis pas francophone, vu que ma langue maternelle, ce n'est pas le français. Donc, pour moi, c'est une façon de dire que dans les allophones, on ne compte pas les francophones. Que les francophones comptés au Québec, c'est ceux qui sont de langue maternelle francophone. Et là, je me dis, donc au Québec, on a choisi pour avoir un poids démographique plus grand, sans obliger des femmes à faire des enfants. Le choix qui a été fait a été celui de l'immigration et de mettre la loi 101 pour que les enfants des immigrants étudient en français. Et ensuite, on utilise ces gens pour dire il y a un recul du français. Et ça, je trouve ça extrêmement insultant. Parce que parmi les allophones, premièrement, il y a beaucoup de francophones.
Et parmi ces francophones allophones, il y en a combien, justement, qui participent à cette culture-là et qui la soutiennent, la langue, et qui comprennent cette cause-là? Donc, j'ai l'impression que déjà de sortir de cette idée un petit peu archaïque que la langue est binaire, qu'il y a l'anglais et le français, et là, les allophones entre les deux, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Premièrement, il y a de plus en plus de gens qui sont bilingues, et déjà, quand on est immigrant, à la base, souvent, on est déjà bilingue, rajoute une autre langue à ça. Donc, si on veut parler du français au Québec, ben qu'on parle, c'est du manque de ressources en francisation, parce que c'est par ça que ça passe aussi, et de comprendre aussi que peut-être que la première génération d'immigrants, il faut comprendre que la cause de la souveraineté ou du français ou de la culture soit pas la première, parce que le premier défi de la première génération, c'est de survivre. Ben oui. C'est de survivre, c'est de mettre du pain sur la table puis d'arriver à offrir ces opportunités-là à ses enfants. Donc, ça prend 2-3 générations avant d'en arriver là. Puis je pense que ça prend de la conciliation et de la compréhension par rapport à ça, de comprendre que des fois, on peut pas recevoir des immigrants et un petit peu leur garrocher quelque chose qui a été réfléchi pendant 40 ans en prenant en compte qu'ils vont avoir l'énergie. Et leur demander cette responsabilité, en fait, de se positionner. Absolument, absolument. Et d'un autre côté, je pense, comme le disait José tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui arrivent prédisposés à apprendre cette cause-là parce qu'ils viennent de pays qui ont divisé ou qui ont connu de la lutte pour l'indépendance ou qui ont connu cette difficulté-là à faire entendre leur voix et qui arrivent ici et qui voient qu'il y a quand même un système en place pour faire entendre leur voix et porter des causes. Donc, ils sont plus susceptibles de l'embrasser, cette cause-là. Mais justement, c'est que le paysage de l'immigration est très, très divers. Il y a des gens qui arrivent qui doivent apprendre le français. C'est une énorme tâche. Oui. Je veux dire, même quand on est francophone, le français est une énorme tâche. Donc, au-delà de ça, c'est de comprendre... C'est peut-être le français le problème, finalement. Non, ça, je m'y accroche. Mais ce qui est fun, moi, tu me permettras... Oui, mais on vous a pas entendu beaucoup. Oui, ben moi, je trouve ça formidable, cette capacité-là que le Québec à devenir le premier pays francophone en Amérique du Nord, parce que tous les professionnels francophones dans la francophonie mondiale, lorsque va venir le temps de penser à une place où aller faire leur profession, aller s'installer pour ensuite ça découler plusieurs générations. Moi, je trouve ça cool que les gens disent « Ah, francophonie, changer de pays, Québec. » Je trouve que c'est une grande force. Puis je trouvais ça aussi intéressant, le concept de pause. On en parle beaucoup, cette pause-là, de se réaligner, puis essayer de... Ben, moi, je pense que cette pause-là, c'est peut-être pas ça le bon mot. Moi, je pense que c'est la persistance, c'est de persévérer, c'est de se dire que quand il va y avoir un momentum, on pourrait prendre le temps encore de décider si c'est un momentum ou pas, là, les années 2020, mais quand il va en avoir un, on va se rappeler de tous ces gens-là qui, contre le vent, ont soutenu cette idée-là. Ont soutenu cette idée-là qui vient avec beaucoup de possibilités de changement. On parlait d'écologie, on parle beaucoup de la langue, on parle d'immigration. Moi, je trouve que l'idée d'un pays amène avec elle cette idée-là de se réinventer. Parce qu'à partir du moment où on a accès à tous les aspects politiques, je sais que le Canada tient la juridiction et puis parmi tant d'autres, mais à partir du moment où c'est le Québec qui met ses règles, ses lois dans ces domaines-là, ça peut être intéressant. Oui, mais le problème, c'est d'y arriver. C'est pour ça qu'on est ici. Oui, ben c'est ça. Moi, je pense qu'il faut continuer de défendre l'idée d'indépendance, coûte que coûte, même si on nous dit que les sondages, qu'on nous dit que l'américanisation, parce qu'on va se rappeler de nous comme étant les gens qui ont gardé l'idée vivante. Oui, j'ai une question, moi, pour Émile. Bon, alors, vous êtes jeune, vous avez un auditoire jeune, vous n'êtes pas gêné de parler de souveraineté et d'indépendance. C'est reçu comment? Parce que c'est rare, des auteurs, compositeurs, interprètes qui s'affichent à l'âge dans le Québec d'aujourd'hui. Quand on est jeune, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas vraiment tout le temps où on va, mais on sait d'où qu'on vient. Fait que cette idée-là de parler le même langage, de se compter des réalités, parfois en les faisant rimer, puis en les mettant dans une mélodie, ça rassemble beaucoup. Puis de ça découle ce nationalisme-là nouveau, qui se veut avec plein de couleurs. Et puis, moi, je pense que cette jeunesse-là est très attachée à ce... Parce que c'est des jeunes qui sont conscients de la mondialisation, c'est des jeunes qui sont issus... C'est tous des êtres humains, mais quand tu reçois plusieurs couleurs qui viennent de partout dans le monde chez vous, tu te dis, hey, c'est donc important que le reste du monde sache qui je suis. Parce que quand Serge Fiori est venu ici, il a dit, moi, je veux devenir un Québécois, mais je suis d'origine italienne. Puis un jour, si un Québécois veut s'en aller en Italie, il va être super content de dire, moi, je veux vivre en Italie, mais je suis d'origine québécoise. Et je ne suis pas un Canadien francophone d'origine française de la Blanque. Mais se peut-il que ce climat a échangé un petit peu entre
le moment où la famille de Serge Fiori est arrivée et des immigrants qui arrivent aujourd'hui, qui ouvrent les journaux, s'ils maîtrisent le français, qui ouvrent les journaux, qui lisent certaines chroniques on sent un mépris, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, vraiment. Tout à fait. C'est très dur pour les communautés minoritaires de se sentir dans cette gang-là de Québécois. Et ça m'attriste beaucoup. Mais je vais entendre, Émile, une petite parenthèse, je vais entendre Manal là-dessus parce que vous avez certainement une sensibilité pour vous avoir entendu dans des chroniques. Pour vrai, moi, la façon dont je le ressens, ça, parce que cette division-là a eu lieu après que je me sois enracinée dans la culture québécoise. Fait qu'une fois que ça c'est fait, il n'y a pas de recul. On ne peut pas se déquébéciser, tu sais. C'est encore drôle. Ça serait nommer difficile. des noms plus tard. Donc, ce mépris-là que je ressens parfois, moi, je le vis vraiment comme une guerre civile parce que je peux pas être moins ce que je suis, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en portant une cause qui, à ses heures, m'utilise comme argument pour se porter, ben c'est un petit peu comme me tourner le dos à moi-même. Donc, où est-ce qu'on se situe là-dedans? Comment on fait pour défendre une québécité qui ensuite va pencher vers un nationalisme identitaire qui revendique non pas la défense d'une langue et d'une culture et d'une nation, mais d'un héritage européen dans un Québec blanc francophone. Tu sais, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est ça, moi, qui me fait décrocher. C'est peut-être pour ça que j'ai jamais ouvertement pris position sur la question, parce qu'il y a trop de nuances à mettre. Il y a trop de nuances à mettre. Il y a beaucoup de choses dans le discours indépendantiste en ce moment qui me blessent. Et en quelque sorte, j'écoutais un politologue que je ne saurais nommer dans un documentaire sur l'indépendance qui disait on avait peur de ça en 95. On avait peur que dans le cas d'une défaite, ce qu'il reste de la base indépendantiste au Québec, ça soit celle qui est ethniciste, qui est vraiment rattachée à une idée d'un Québec blanc d'héritage européen. Et je sais pas si c'est ça si ça s'est avéré, c'est ça qui est arrivé, mais c'est un peu ça que je ressens, que là où l'indépendance résonne le plus, c'est pas là où je suis le plus bienvenue. Ouais. Claudette, il n'y a pas un seul discours indépendantiste au Québec, et c'est extrêmement heureux. Moi, mais Claudette, j'aime beaucoup... On peut pas nier ce que Manal vient de dire, parce que moi, je suis ici, en même mes ancêtres aussi, et je le ressens moi aussi. Tout à fait. Et je pense que de ce côté-là, il faut avoir un projet clair. Les partis indépendantistes ont une responsabilité. La société civile indépendantiste a une responsabilité. Mathieu Bock-Côté a une responsabilité. Oui. Et de ce côté-là, ma lueur d'espoir, c'était précisément ces travaux qu'on a faits autour de la Constituante. L'Assemblée de citoyens, là, c'était pas n'importe qui, c'était avec toute la diversité que représente le Québec. Il y avait une place pour les Autochtones, il y avait une place pour la diversité aussi. C'est d'ailleurs un argument féministe de l'indépendance d'avoir 50% de femmes qui écrivent la Constitution. Je trouve quand même que c'est un sacré bon argument. Oui, 50%, mais diversité en termes ethno-culturels ici, là. Diversité à tout égard. Je pense que de ce côté-là, c'est absolument majeur. Et il faut être conscient, la société de demain, elle va être encore plus plurielle, elle va être encore plus diversifiée. Moi, je suis absolument convaincue, y compris, puis je comprends très bien l'argument du grand remplacement, j'ai lu ça dans les journaux. Non, on a reçu le mémo. Mais je pense qu'il y a, y compris parmi les nouveaux arrivants, des gens qui ont déjà combattu pour plus de liberté, pour un projet de société chez eux, qui ont des aspirations. Et ces gens-là, il faut les solliciter comme tous les Québécois. Pour moi, ceux qui habitent au Québec sont des Québécois et doivent être partie prenante de ce débat-là. Il faut être ultra clair. Josée? Moi, je pense que cette donne, parce que je trouve qu'on monte beaucoup en épingle des manifestations extrémistes désagréables. Et moi, je m'excuse, mais je ne mets pas Mathieu Bock-Côté là-dedans. Je trouve qu'on s'amuse beaucoup à démoniser des gens aussi. Cela étant, je trouve qu'il y a toute la dynamique des réseaux sociaux, et encore là, qui n'est pas seulement vécu au Québec, mais c'est clair que si on faisait un référendum de 80 de 95, ça se déchirait ces réseaux sociaux, puis tout le monde s'enverrait des bêtises. Et j'entends bien le malaise que tu évoques, Manal, parce qu'effectivement, il existe. Mais moi, je regarde les réseaux sociaux et je vois des gens qui m'ont l'air d'être bien de souche, là, et qui s'invectivent à qui mieux. Donc, ça fait partie de la dynamique. Et parfois, j'ai juste le goût de dire, on pourrait-tu
ignorer ça. Tu sais, les Québécois, là, on l'aime beaucoup, Boucard Diouf. Tu sais, je veux dire, c'est parce que je trouve qu'on met les gens dans des étiquettes. Puis Mathieu Bock-Côté, il serait ici, puis il est parlable. Ah, il est tout à fait parlable. Non, mais je trouve que... J'ai déjà passé d'excellentes soirées, mais on faut pas être Non, naïf mais il y a un nationalisme... Je pense qu'il y a un certain impact de son discours qui lui-même peut-être ne mesure pas, ou peut-être qu'il mesure plus qu'on le pense, mais on ne peut pas croire qu'il n'y a pas un certain impact qui est néfaste, je pense, à long terme. Oui, comme je pourrais nommer des gens situés plus à gauche qui ont un certain impact de leur discours. Puis tous ces gens-là apprécient de se déchirer. Moi, je suis plutôt du genre, mais cherchons donc ce qui nous réconcilie. Et on est peut-être beaucoup plus proches les uns des autres qu'on peut l'imaginer. Oui. Et plutôt que de pointer des gens du doigt parce qu'ils ont des rubriques, en tout cas, je sais pas. Moi, je trouve que des fois, je me sens qu'on passe par-dessus ça pour plutôt voir qu'est-ce qui fait qu'on est tous pareils ensemble. Moi, je veux revenir sur mon livre. Mon livre à moi, que moi, j'ai eu l'idée de ce livre-là à une fête nationale où je voulais pas aller parce que je me sentais plus québécois, je me reconnaissais plus dans nos chicanes et tout ça. Puis je suis arrivée sur la place des festivals et puis il y avait des gens de toute origine qui célébraient le Québec ensemble. Ben moi, je me disais, c'est ça mon Québec. Puisque c'était des gens plus à gauche, plus à droite, plus au milieu, plus je sais pas. Mais on était tous là, puis on chantait en français, tous en chœur. Ben, je me disais, OK, partons de là, voyons ce qu'on peut faire. Puis les extrémistes, mon Dieu, on peut-tu les oublier de temps en temps? Mais c'est facile de demander de les oublier quand c'est pas nous qui recevons, qui subissons le discours. Écoute, excuse, mais en tant que femme, des fois, on en reçoit des popées. Moi, Mais en dehors des extrémismes, j'ai l'impression que c'est aussi une question de savoir débattre et d'accepter qu'on peut pas toujours être dans un consensus. Puis on a beaucoup de difficultés avec ça au Québec. Et il y a pas grand-chose que j'envie à la télé française, mais ça, la capacité de débattre sur un plateau et de sortir et c'est fini. Le débat a eu lieu, on est allé au fond des choses et je suis tellement tannée de voir des entrevues de 5 minutes où on dit rien, on fait le tour de 4-5 questions, puis il n'y a jamais rien qui avance par rapport à ça, puis il faut des fois... Il faut se fâcher pour faire avancer ces choses-là. Puis je pense c'est pas dans l'ADN du Québec de prendre les armes pour l'indépendance. C'est pas quelque chose qui va se faire. Ça va se faire sur le front des idées. Mais pour débattre sur le front des idées, il faut encore aller au fond de ces idées-là. Mais dès qu'il y a un désaccord, dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrête le débat-là. Fait qu'on fait juste recommencer toujours un début de débat. Et éventuellement, on se lasse de toujours faire un début de débat. Puis on finit par prendre une décision sur des débuts de débat sans jamais aller au fond des choses. Et ça, c'est vraiment une frustration que je ressens dans les débats qu'on a dans l'espace public. Mais on a beaucoup perdu, la société québécoise, la capacité de se projeter. Oui. Il fut un temps, pas si lointain, là, où on se définissait comme une société de bâtisseurs. Oui. Et de ce côté-là, on n'arrivait pas tous les mêmes points de vue. Moi, j'ai vécu toutes sortes d'affaires, les forums, les sommets, tout ça, là. On arrivait parfois à garder des désaccords profonds, mais à s'entendre aussi sur un certain nombre de choses qui nous faisaient avancer. Et dans les idées fortes qu'il va falloir mettre de l'avant, y compris sur la question de l'indépendance, puis sans garantie aucune, il faut réapprendre à se parler entre Québécois, indépendamment de nos options par rapport à la question de l'indépendance ou pas. Moi, je rêve de ce grand forum-là où, effectivement, on va pouvoir se dire où est-ce qu'on en est rendu comme société québécoise, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce que je veux être comme société dans 10 ans, puis c'est quoi le plan de match qu'on est capable de se donner. On va sûrement chicaner entre indépendantistes et le reste. Ce serait une excellente occasion de faire ce débat, en fait, l'Assemblée citoyenne. Oui, mais la Constituante, telle qu'on l'avait conçue, c'était la constitution d'un pays indépendant. Oui. Parce qu'autrement, tu te mets dans un petit corridor très, très, très étroit, là. Moi, je n'écrirai pas longtemps la constitution d'une province, là, pour débattre des pouvoirs à donner au gouverneur général. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Bon. On a besoin d'inspiration, c'est clair. Et Émile, vous avez un T-shirt. Les gens ne voient pas évidemment à la maison qui écoutent la balado. Vous avez un T-shirt de la Catalogne? Oui, c'est ça. Alors, vous avez certainement entendu parler des référendums complètement bafoués par l'État espagnol. Un excellent documentaire, entre autres, d'Alexandre Chartrand. Oui. Moi, je trouve que l'espoir québécois, en fait, on est très liés avec ce qui se passe là-bas parce que on regarde leur population, ils sont moins nombreux que nous. Le rapport aussi par rapport aux Catalans versus l'espagnol en langue parlée est beaucoup plus semblable que l'anglais
l'anglais et le français. Alors moi, je me dis, si ils ont l'envie, ils ont les capacités de faire un pays, ça nous donnerait un petit coup de pied aux fesses pour le faire aussi. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des immersions. J'étais allé à Barcelone en septembre dernier pour leur fête nationale. J'essaie d'apprendre... Oui, vous parlez un peu. Oui. Est-ce que tu es capable de dire, genre, Guy Nantel, président du Québec? Je sais même pas comment dire Guy Nantel en catalan, désolé. Ouais, mais c'est ça, il faut être indulgent. Là, j'arrive. Mais je trouve qu'à l'international, c'est beau aussi ce qui se passe. Il y a beaucoup de peuples qui se soulèvent. Et puis, je trouve que peut-être qu'un jour, incessamment, le nationalisme québécois, la souveraineté, tout ça pourrait se rattacher à une de ces montées-là un peu partout dans le monde. Donc, moi, quand je regarde les Catalans, je me dis peut-être qu'un jour, on pourra avoir le couteau entre les dents comme eux autres. Là, Claude, oui. Ben, Manal, ce qui se passe en Catalogne, est-ce que ça vous inspire? Ben oui, ça m'inspire. En même temps, c'est quand même assez tragique ce qui se passe. Oui. Je sais pas. J'ai regardé ce qui se passe en Catalogne et en Écosse, qui est aussi très différent parce que, bon, en Catalogne, ils voulaient pas accepter le référendum, alors que en Écosse, ils ont quand même laissé le référendum avoir lieu. Je parlais justement avant qu'on soit à l'émission, je demandais si pendant le référendum de 95, on entendait beaucoup parler de la Slovaquie. C'est drôle qu'on en parle toujours pas maintenant, parce que je trouve que c'est peut-être l'exemple auquel on peut se comparer, parce que par la taille, par le fait que c'est que c'est une indépendance qui s'est faite sans les armes, que ça s'est fait la République tchèque qui était tannée, qui a dit partez, on était écœurés. Oui. Et les Slovaques qui ont dit on s'en va, on était écœurés. Puis c'était comme OK, ben tout le monde est écœuré, on s'en va chacun de son bord. Et que ça a marché économiquement, socialement, ça a beaucoup fonctionné. Fait que je sais que c'est un exemple. Les Albertains nous disent ça, ce qui est en train d'arriver de plus en plus. Oui. Partez. Il y a quoi, 25% des Albertains qui parlent d'une indépendance? Mais c'est un exemple qui est beaucoup moins d'actualité, mais on dirait que moi, c'est à ça que je reliais. C'est ça, c'est à ça que je reliais, moi, la cause indépendantiste au Québec. C'est plus à la Slovaquie qu'à la Catalogne ou à l'Écosse en ce moment. Mais la Catalogne, ça s'est fait de façon toujours ultra pacifique. Il y a eu plus de débordements, là, la dernière fois, mais moi, j'étais là au moment du référendum. Je regrette, c'était pacifique de façon exceptionnel. Moi, ce qui m'impressionne de ce qui se passe là-bas, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas des affaires difficiles, ce qui m'impressionne, c'est le rôle et l'importance de la société civile et sa capacité d'asseoir des partis politiques et de les amener à trouver une solution consensuelle pour passer à une autre étape, pour faire un pas de plus vers l'indépendance. C'est pas rien, parce là, qu'ils ont ce qui s'est passé. je pense, là-bas. Mais par-delà ça, la société civile les a réunis. Oui. Il y avait là-dedans un parti indépendantiste, l'autre qui était davantage nationaliste, et ils se sont entendus pour dire il n'y a pas d'autre solution pour notre avenir que l'indépendance. Et nous allons, dans un contexte où on veut déclencher un référendum, faire une élection exceptionnelle où l'un et l'autre des partis sous les anciennes formes ne se représentent pas. Et c'est une coalition, Ensemble pour le oui, qui a fait la bataille électorale avec des gens qui provenaient de la société civile, des gens qui provenaient de différentes formations politiques. Ça, c'est assez extraordinaire. Et cette question-là de la convergence, elle est majeure. Rappelons-nous, là, en 1995, on est passé proche. Il manquait 55 000 votes. Oui. Alors, de ce côté-là, on ne peut pas rêver faire l'indépendance sans se mettre en position de faire le plein des votes de tous les indépendantistes et pas en disant un tel, c'est ceci, cette formation-là, c'est cela. Je pense qu'il y a une diversité. C'est les Oui Québec qui vont réussir ça. Oui, mais je pense qu'il faut faire un bout avec les partis politiques aussi et il faut arriver, chacun a droit à sa différence, chacun a droit à son programme, mais il faut arriver sur un certain nombre d'essentiels à converger. Autrement, on laisse passer la lutte partisane avant la lutte pour l'indépendance, et ça, c'est catastrophique.
Madame. Oui, je me pose une question. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table aurait la réponse, mais en Catalogne, l'indépendantisme prend quelle forme chez les jeunes? Parce que, je veux dire, justement, dans un contexte de mondialisation, mais aussi dans un contexte où, tu sais, la génération Internet, les frontières, c'est vraiment la chose la moins pertinente qui soit. C'est plutôt de lever les frontières qui semble être d'actualité en ce moment. Fait que je me demandais, la jeunesse, tu sais, en Catalogne, c'est... Ben moi, évidemment, je n'ai pas la réponse, mais je pourrais vous référer à mon prof de catalan, que ce serait intéressant de faire un balado avec, qui s'appelle Éric Valadrich. Puis lui, c'est un gars qui est né en Catalogne et puis qui fait la promotion de son pays chez nous et qui donne des cours sur l'histoire, qui fait des cours aussi sur la langue. Et puis, pendant les pauses, il nous fait des bilans sur ce qui se passe là-bas. Moi, je pense que la jeunesse est galvanisée beaucoup par rapport à son impuissance. Parce que quand tu mets en place, par le biais d'une démocratie, des gens qui représentent ton idée, qui représentent ce que tu veux faire et qui se font enfermer. La démocratie, ça va au-delà de l'idée de prendre possession politique. C'est ta démocratie. Et je pense que les jeunes sont très conscients de tout ça parce que plus que jamais, à cause des réseaux sociaux, on comprend l'importance de la démocratie versus une dictature. Et là, ils ressentent peut-être les fragments de Franco et de tout ce qui est resté de l'Espagne là, par rapport à ça. Donc, j'ai pas Est-ce qu'on est trop confortable pour être indépendantiste au Québec? Ben moi, je pense que non, parce que la langue, l'écologie, on a des stratégies à mettre sur pied maintenant. Souvent, le monde, moi, je trouve que c'est pressant, la souveraineté, parce que là, en ce moment, c'est prouvé que dans 50 ans, tout ce qui est le pétrole va coûter plus cher que ce que ça va nous ramener, la production. Moi, je pense que si on regarde, on a la chance, on a une spécificité territoriale particulière d'avoir des lacs, des rivières et un fleuve. Moi, je pense que si on continue davantage à financer Hydro-Québec et tout ce qui découle de cette compagnie-là, pas juste l'hydro, mais tout ce qui découle de leurs idées renouvelables. Et au lieu de subdiviser les taxes et les impôts fédéraux dans une stratégie pétrolière, je pense que si on arrivait... Ben là, c'est parce que moi, je suis plus jeune, j'ai cette conscience-là écologique qui est très axée sur... On ne va pas abolir le pétrole non plus. Non, je sais. Mais moi, ce que je propose, c'est que si on est un Québec qui se regarde le nombril et qui dit « OK, on a ça chez nous. OK, on a une planète qui se meurt. » Peut-être qu'on est plus, justement, on est plus outillé. Moi, je trouve que ça presse. Pour ça que je dis que je suis pas confortable tant que ça. Moi, je trouve un peu de... Oui, mais tu sais quand même que tu n'es pas représentatif de l'ensemble de la génération. Là, je représente plus ma génération. Mais en Catalogne, même à ça, oui. En Catalogne, la majorité des appuis à l'indépendance, c'est les populations jeunes. Ça, c'est prouvé tous les sondages. En même temps, j'ai eu le plaisir, moi, de voir dans les quartiers plus ethno-culturels, les débats se font dans la rue, là, OK? Dans les squares, tout ça, les gens apportent leurs chaises de jardin. Et je suis allée dans des quartiers multiethniques. C'était absolument extraordinaire, mais tout le monde est invité à participer au débat. Vous êtes des Catalans, point. Et à partir de ça, on lance le débat, on se projette, on imagine dans quel pays on veut vivre. Et je pense que c'est la force qui leur permet de passer à travers les courants de la mondialisation. Parce que la Catalogne, c'est riche à l'intérieur de l'Espagne. Ça a été une terre d'accueil. Oui. L'immigration est très exemplaire. Franco a tout fait pour les noyer en leur envoyant des flots. Franco a interdit de parler le catalan en Catalogne. Puis malgré tout, ils sont encore là. Puis ils se rendent jusqu'à nous. Est-ce que ça vous fait penser au Québec des années 70? Parce que ce que vous dites, le vote des jeunes dans les années 70, on le sait, les jeunes étaient plus indépendantistes que la moyenne de la population. Puis il y a un renversement, puis maintenant, c'est exactement le contraire. Sûrement que les gens dans la salle ici sont au courant. C'est le problème. Maintenant, les jeunes sont moins indépendantistes. À part, puis pour faire le lien avec ce que Manal disait, le confort, je trouve que le mot est bien choisi parce que si vous regardez en détail, c'est une chose de demander aux gens s'ils sont indépendantistes. C'en est une autre de savoir si l'idée, elle est seulement identitaire ou si on veut passer à l'action. Puis on a l'impression que quand on regarde dans le détail, l'appui à l'indépendance est un peu plus psychologique, ou à tout le moins c'est un État. Les gens se disent Québécois d'abord. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui se sentent canadiens. L'identité est très, très québécoise, donc il y a une identité psychologique, mais il y a soit une absence de grief ou une absence ou un manque de motivation à passer à l'action puis aller avec un geste de rupture. Et c'est d'autant plus un danger pour le mouvement que de l'autre côté, il n'y a plus les espèces de batailles, les chicanes qui gardaient une tension parce qu'il n'y a pas de négociation avec le fédéral. Le fédéral garde ça mort puis ils en sont bien contents.
Moi, j'en Mais pense on a des exemples frappants. Mégantic, bon Dieu, qui est-ce qui contrôle les chemins de fer? Oui. Qui fait la réglementation là-dessus? C'est le fédéral. Le fleuve, on ne contrôle rien là-dedans. Tu sais, il y a des affaires comme ça qu'il faut réapprendre à se dire. C'est des réalités têtues, dures, réelles. Oui, mais vous pensez pas, Claudette, là, je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que les gens se disent « Hey, si on avait été indépendant, je te dis que ce train-là n'aurait pas explosé à Mégantic ». Les gens se disent pas ça quand même, là. Ben, je pense qu'on a... Ben oui, mais on n'a jamais non plus accepté de faire cette réflexion-là autour de ce genre de choses-là. Il y a des livres qui ont été écrits sur Mégantic, et quand tu vois l'origine du problème et le laxisme du fédéral par rapport à la réglementation, c'est honteux. Par les pressions des entreprises, parce que ça coûte cher. Oui, mais ça, je veux dire, l'indépendance ne va pas nous sortir du système capitaliste et néolibéral qui demande que ça coûte le moins cher possible pour que les actionnaires en aient plus des poches. Je pense qu'on oublie souvent que la plus grande menace à la souveraineté de toutes les nations, c'est les marchés. Tout à fait. C'est partout dans les États déjà indépendants. La plus grande intrusion, c'est celle des marchés. Puis, au bout du compte, on a beau rationaliser l'idée de l'indépendance, ça reste une chose d'émotion. S'il n'y a pas l'émotion qui porte tout le monde, c'est ça qui fait que ça va aboutir ou pas. Et il y a une chose qui m'avait vraiment marqué par rapport à ça, c'est que la tranche d'âge qui avait connu la plus grande baisse d'indépendantistes, c'est la génération qui avait entre 20 et 30 ans au dernier référendum. Donc, c'est celle qui avait le plus porté la cause, et cet échec-là avait été tellement douloureux que c'est la génération qui a le plus abandonné l'indépendantisme. Mais je pense que ça illustre à quel point c'est une question d'émotion et pas une question de rationnel. Puis Jacques Parizeau disait, je pense, un peuple peut pas être éternellement tendu comme une corde de violon. À un moment donné, cette tension-là, elle peut pas être... toujours active. Ça fait 90 minutes à peu près que nous discutons. J'aimerais ça qu'on termine cette discussion avec peut-être à chacun votre tour une petite phrase ou une réflexion sur ce qui vient de se passer, puis la suite des choses un peu. Je sais que c'est dur de vous lancer ça comme ça, mais je sais que vous êtes extrêmement talentueux, vous allez pouvoir le faire. Moi, en tout cas, ce que je trouve difficile comme souverainiste, qui par ailleurs n'a pas comme job dans la vie de militer, c'est de faire le lien entre ma conviction profonde que le Québec doit être un pays parce qu'il y a les pouvoirs, parce qu'il y a la culture, parce qu'il y a la langue, parce qu'il y a une histoire aussi, ça, faut quand même pas l'oublier, pourquoi cette terre-là, les Françaises en Amérique. Bon. Et d'avoir cette conviction profonde-là face à des gens qui l'ont pas. Et c'est ce passage-là que moi, personnellement, je trouve ça, pour moi, c'est tellement évident que ça doit être un pays que je comprends pas que tout le monde pense pas comme moi. Et pour moi, le mystère du catalyseur, c'est la personne qui arrive à faire le lien entre cette évidence-là pour elle envers ceux qui l'ont pas. Et pour le moment, je vois pas, je sais pas si je veux pas avoir l'air de chercher un messie, mais qui est capable de faire ce passage-là? Tu sais, j'ai hâte de voir quelqu'un surgir. J'entends des voix intéressantes, par exemple. Ça, oui. Mais qui va pouvoir tout ramasser ça? C'est mon questionnement. Moi, je pense que si vous regardez les grandes tendances pour les appuis à l'indépendance depuis les années 70, là où il y avait des pics, c'était pas forcément lié aux individus, c'était lié au contexte. Et le contexte était d'abord et avant tout des affrontements entre Québec et le fédéral. Puis le dernier pic, c'était, je pense, juste après l'échec de Meach. Puis peu importe les individus, on a besoin d'enjeux sur lesquels il y a un réel affrontement qui fait jaillir. Pour les indépendantistes, on a besoin de ça. Puis je vois pas, il y a quelques petits affrontements, mais le seul que je vois en tête là, à court terme, c'est celui de la laïcité, puis il vient avec beaucoup de dangers qui ont été bien exprimés, entre autres, par peut-être la péréquation, s'il y a une ouverture réelle et on verra. Mais la péréquation, il y a 7 personnes au Canada qui comprennent exactement le calcul. Et il y a quand même eu, la dernière fois qu'il y a eu un changement de mémoire, c'était sous Stephen Harper. En avez-vous entendu parler? Non, tout à fait. Mais oui. Émile? Moi, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre sur le dossier. Je le remarque ce soir. J'ai vraiment apprécié être avec vous, vraiment. Là, je pense pas me coucher tout de suite. Là. J'ai besoin de tout démêler ça. Mais moi, s'il y a une chose que je sais et que je suis sûr, c'est qu'ils ont beau me faire croire que ça fait 150 ans là, qu'on est au Canada. Moi, ça fait plus de 400 ans que je traîne une histoire québécoise. Okay?
Puis en C'est pas ton âge. Non, merci. Mais en sachant ça, je sais que c'est que c'est la base de mon affirmation de souverainiste. C'est qu'un jour, j'irai partout dans le monde, puis on va m'interpeller comme étant ce que je suis, parce que derrière mon nom, il y a une histoire, il y a des combats. Et puis, c'est avec ça que je m'en vais me battre pour le reste de ma vie, parce que j'ai pas bien le choix de pas reculer, là. J'ai trop commencé tout de suite là-dedans. C'est avec cette approche-là que je vais continuer de défendre l'idée de devenir libre, d'avoir accès à toutes mes capacités politiques, puis en attendant le contexte. Parce que je sais qu'un jour, ça va déborder. Je sais qu'un jour, on va être tanné de se faire dire quoi faire, de se faire dire qu'on est raciste, de se faire dire qu'on n'a pas le droit de discuter sur des enjeux qui nous appartiennent. Puis à partir de ça, ben, je vais essayer d'amener du monde dans ma gang. Mais moi, je ne suis pas là pour séduire, je suis là pour déranger. Je suis un artiste, donc ça va être ça ma job. Ouais. C'est bien dit. Bien envoyé. Manal Rissi? Comment résumer? Je dirais... Ben, vivement une culture qui représente l'ensemble du Québec, et vivement un ensemble du Québec qui supporte sa culture, et qu'on mette les doigts dans les bobos puis on fouille jusqu'à temps qu'on trouve comment ça fonctionne. Puis comment vous allez nous aider à faire ça, Manal. À fouiller les bobos, dans oui, votre c'est ma travail. spécialité. Ouais, je pense que on va vous entendre sur scène bientôt, on va en parler, mais j'ai bien hâte de voir ça et d'entendre. Claudette Carbonneau? Moi, je pense Initiatrice de cette discussion, de cette soirée? Je pense que c'est vrai qu'on est un peu en pause, qu'on a peut-être un peu besoin de souffler, on a peut-être un peu de temps devant nous, mais tant mieux. Que ce soit l'occasion d'un véritable rebrassage de cartes. Avec quels acteurs veut-on faire l'indépendance? C'est quoi un projet indépendantiste qui parle au monde au 21e siècle? Comment on fait pour impliquer directement la population? Je trouve que c'est ces questions-là qu'il faut relancer. On ne peut pas rester juste à dire on va se remettre à parler d'indépendance. Je regrette. On a besoin de propositions fortes. Et de ce côté-là, on est dans une période d'accalmie. C'est peut-être le bon temps pour le faire. Et moi, je témoigne en tout cas de la volonté, comme mouvement citoyen des Oui Québec, de mettre l'épaule à la roue. Et je serais très heureuse de voir que les choses qui se sont développées dans les congrès, par exemple, du PQ, de QS, se concrétisent aussi dans ce sens-là, que ce soit une période féconde de réflexion où on n'ait pas juste le sentiment qu'on ressort un projet oublié dans un tiroir des années 70 ou même des années 90. On n'est plus là, le Québec est ailleurs, on est au 21e siècle. Alors, allons-y, réflexion, action, nouveaux discours, nouvelles approches. Ben merci, Claudette Carbonneau. Merci aux gens de Oui Québec qui ont permis cette soirée. C'est la première fois que la balado fait ce genre de soirée-là, de discussion politique. J'espère qu'on va revenir. Je veux remercier les gens qui étaient dans la salle. Il y était à peu près 200, très attentifs. Je suis vraiment content de votre réaction. J'aimerais que la prochaine fois, peut-être on puisse trouver un mécanisme pour vous entendre dans cette balado-là, qu'il y ait un échange, en fait, entre les gens dans la salle et les gens autour de la table. Merci, donc, Jason, Philippe, Claudette, de nous avoir permis cette expérience. J'ai hâte de réécouter. Merci aux gens du Bain Mathieu pour la technique. Merci à Larry, à la réalisation et ce concept qui nous ont aidé à nous équiper. Mais Claudette, vous lever la main encore? Oui. On peut-tu parler d'une prochaine activité des Oui Québec? Oui, allez-y. Oui, tout à fait. Elle concerne les jeunes. C'est une opération, une soirée speed dating sur la question de la convergence. On va forcer un dialogue entre des jeunes qui s'identifient davantage à QS, d'autres au PQ, d'autres strictement à la société civile. Alors, tout ça est prévu pour le 12 mars prochain. J'espère qu'on va retrouver du monde en grand nombre. Oui, alors merci et j'ai hâte de voir les réactions sur la page Facebook. Je vais essayer d'y aller, moi. Je vais emmener mes chums. J'ai hâte, la réflexion va se poursuivre. Merci à tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de la balado de Fred Savard.